Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 281. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On va pas se mentir, on vit dans un monde qui est saturé de messages publicitaires et de communication institutionnelle. Du coup, la voix de nos collaborateurs n'a jamais été aussi précieuse. Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement aux marques de parler. Ce qui fait la différence, ce sont les individus. Et parmi ces individus, vos collaborateurs sont vos meilleurs alliés. Et c'est là qu'entre en jeu l'employee advocacy. Alors l'employee advocacy, qu'est-ce que c'est ? C'est une stratégie puissante qui consiste à mobiliser ses salariés pour qu'ils deviennent les ambassadeurs naturels de l'entreprise. Alors qu'est-ce que je veux dire par ambassadeurs ? Des employés qui vont partager leur expérience de façon authentique, tout en valorisant la marque, et tout ça à travers leurs réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, maintenant, elle se construit sur l'humain. Et chaque message qui est porté par un collaborateur, il va générer beaucoup plus d'impact qu'une publication classique de la marque. Bon, sauf que réussir un programme d'employee advocacy, ça demande bien plus que juste des encouragements. Il faut comprendre les ressorts humains, bâtir une vraie stratégie et savoir accompagner ses équipes sans jamais leur forcer la main. Alors, dans cet épisode du podcast du marketing, je vous propose de voir ce qu'est réellement l'employee advocacy et pourquoi il est devenu indispensable. Comment engager vos collaborateurs de manière naturelle et efficace, comment structurer un programme solide et mesurable, et surtout, comment en faire un levier durable de croissance et de notoriété. Si vous n'avez pas d'équipe, écoutez quand même cet épisode, vous pourriez vous en servir pour transformer vos clients en ambassadeurs. Allez, c'est parti. Alors l'employee advocacy, qu'est-ce que c'est ? Déjà, employee advocacy, on pourrait traduire ça par, alors c'est mal traduit, par la promotion par les employés. Bon, c'est pour ça qu'on garde employee advocacy, c'est qu'en français, ça sonne pas très très bien. Promotion, en plus, c'est pas un terme qui convient parce qu'on a l'impression qu'on est en train de vendre quelque chose. C'est pas la question. Employee advocacy, c'est le fait que les employés sont véritablement des ambassadeurs de la marque et qu'ils peuvent, en leur nom propre, communiquer pour la marque. En fait, la façon de communiquer a radicalement changé. C'est arrivé ça avec les réseaux sociaux, principalement. Le fait que chaque personne, chaque individu a les moyens de communiquer. Et a les moyens de communiquer largement et a les moyens de communiquer de façon ciblée. Ce n'était pas le cas avant. Avant, vous aviez un système de communication qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus vertical. Les marques communiquaient vers leur audience. Et ils communiquaient en masse, c'est-à-dire qu'ils faisaient principalement de la publicité qui était sur des grands médias comme la télé, la presse, la radio, etc. Et donc, ils communiquaient auprès d'une audience qui n'avait rien demandé. D'ailleurs, ça descendait directement vers l'audience. Et puis, au milieu de toute cette audience, on espérait toucher les bonnes personnes. Bon, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, entre autres, pas que les réseaux sociaux, grâce à Internet en fait plus généralement, on a une nouvelle façon de communiquer qui est bien plus fine, bien plus précise et bien plus démocratisée. Chacun peut communiquer, on n'a plus ces barrières à l'entrée énormes que sont typiquement le coût d'un spot télé. Donc chaque personne a cette possibilité de communiquer, c'est ce qui a créé l'employee advocacy. Maintenant, ça n'est plus seulement la marque qui peut communiquer, mais chacun de ses employés, s'il le souhaite, bien sûr. Et à ça, vous rajoutez un deuxième phénomène, qui est un phénomène très actuel, qui est le phénomène de l'IA. Alors, l'employee advocacy n'a pas démarré avec l'IA, mais l'IA accélère énormément le phénomène de l'employee advocacy parce que avec l'IA, on a de moins en moins de contenu purement humain, de choses qui viennent de l'humain. Et le réflexe de l'humain, dans ces cas-là, quel est-il ? Il est de rechercher plus d'humain. Donc plus on va avancer dans l'IA, et on va avancer dans l'IA, plus on va avancer dans l'IA, plus on va avoir besoin de rapports humains, de rapports vrais, de rapports authentiques. Et là, l'employee advocacy, le fait que ce soit un salarié, une personne qui appartient à un groupe, à une entreprise, qui parle au nom, qui prend la parole au nom de son entreprise, ça va avoir de plus en plus de poids.
Mais alors pourquoi est-ce que l'employee advocacy a plus de poids? Ce qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus, depuis plusieurs années maintenant, il y a une certaine défiance qui s'installe envers les discours, je dirais, institutionnels. Vous avez plusieurs études, notamment celle de Edelman Trust Barometer, qui montrent qu'il y a un vrai effritement de la confiance envers les grandes institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient médiatiques ou alors qu'elles soient commerciales. Et du coup, tous les discours, tout ce qui vient des marques sont souvent perçus comme biaisés ou alors intéressés, voire même manipulateurs. Et les consommateurs et puis toutes les parties prenantes, eh bien, elles recherchent des voix qui vont être jugées plus authentiques. Et ces voix plus authentiques, c'est lesquelles? C'est celles des individus qui leur semblent tout simplement plus proches d'eux et dignes de confiance. Ces individus plus proches d'eux, dignes de confiance, quels sont-ils? Bien évidemment, ce sont les collaborateurs de l'entreprise. Ils ne sont pas perçus comme des agents de communication, mais en fait comme des témoins directs de la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise. Bon, et puis il faut comprendre qu'il y a un biais psychologique, en fait. On fait plus confiance à ceux à qui on peut s'identifier. Un collaborateur, une personne, un salarié qui partage son expérience de travail, ses réussites, ses défis au quotidien, qui parle en fait avec un véritable ton qui va être humain, qui va être accessible, il va susciter de l'empathie. Et ce phénomène d'identification, c'est un vrai levier d'engagement qui va être bien plus efficace que toutes les campagnes de communication classiques qu'on va pouvoir avoir, qui, elles paraissent, à côté de ça, beaucoup plus froides, voire même carrément artificielles. Bon, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que la structure même des réseaux sociaux, elle va favoriser la communication des individus. Les algorithmes de plateformes comme LinkedIn, comme Instagram ou même comme Facebook, elles privilégient des contenus personnels, des contenus qui vont être postés par des profils individuels. Elles les préfèrent aux pages d'entreprise, aux pages officielles. Donc un post qui va être relayé par un salarié, il a mécaniquement plus de chances d'apparaître dans le fil d'actualité des contacts de votre audience. Et puis aussi, l'audience, elle est plus diversifiée. Vos salariés, ils atteignent non seulement des professionnels de leur secteur, parce qu'il y a probablement d'autres professionnels du même secteur dedans, mais aussi leur entourage personnel. Et ça permet d'augmenter considérablement la portée organique des messages de l'entreprise. Et puis je vais vous dire, même si vous avez le meilleur community manager du monde, c'est très difficile pour une marque de reproduire des contenus qui vont être vraiment perçus comme authentiques. Alors qu'un collaborateur, un salarié, lui, il parle librement, il parle avec ses propres mots, il parle de son métier, de son environnement, de tout ce qui se passe dans sa vie. Et ça, ça émet des signaux qui vont être beaucoup plus crédibles. C'est cette spontanéité, finalement, qui est précieuse. C'est elle qui donne vie à l'entreprise, qui la rend tangible, qui la rend humaine et qui la rend réelle. Bon, et puis il y a le fait aussi que parfois, vous avez des salariés, des personnes dans votre organisation qui deviennent eux-mêmes des influenceurs dans leur domaine d'expertise. Et dans ces cas-là, leur parole, elle pèse d'autant plus qu'elle s'inscrit dans une vraie dynamique professionnelle. Donc là, ils peuvent générer des discussions, ils peuvent attirer des nouveaux talents, voire même influencer des décisions d'achat. Donc la force d'un programme d'employee advocacy, elle est de s'appuyer sur des voix individuelles pour construire une influence, qu'on va dire, collective, qui va être bien plus puissante qu'un discours d'entreprise, un discours finalement monolithique. Bon, mais il y a une autre chose qui est intéressante quand même à garder à l'esprit, c'est que mettre en place un programme d'employee advocacy, bien sûr, ça va bénéficier à l'entreprise, mais pas que. Ça va aussi bénéficier aux salariés. C'est en fait une dynamique qui est assez vertueuse parce que ça profite à tout le monde. Il faut comprendre qu'il y a vraiment cette double dimension dans la construction d'un programme d'employee advocacy. Alors d'abord, les bénéfices pour la marque. Les bénéfices pour la marque, ils sont multiples. D'abord, ça va être d'accroître la visibilité et la portée organique de la communication de l'entreprise. En fait, grâce à l'employee advocacy, une marque, elle va étendre considérablement sa portée, sa visibilité, sans investir massivement dans une campagne de pub qui coûte cher. Parce que chaque collaborateur devient un média en soi. Il va partager du contenu, il le diffuse à son réseau personnel, à son réseau professionnel. Souvent, il va y avoir des centaines, voire des milliers, voire pour certains des dizaines de milliers de contacts. Donc, il y a véritablement un intérêt.
Bon, on l'a dit, ça permet aussi d'humaniser la marque, hein, les consommateurs et les partenaires d'ailleurs, hein. Les consommateurs, les partenaires, les fournisseurs, tout l'écosystème cherche de l'authenticité. Donc les publications qui sont relayées par vos salariés, ils donnent un visage humain à l'entreprise. Elles racontent des histoires, elles partagent des émotions, elles montrent les coulisses du quotidien professionnel finalement. Et c'est ce contenu qui est vivant et authentique qui est bien plus engageant que les messages promotionnels qu'on va pouvoir faire dans une campagne traditionnelle. Troisième élément intéressant, c'est de renforcer la marque employeur. Parce qu'évidemment, un salarié qui va partager fièrement son expérience au sein de votre entreprise, eh bien, il va être intéressant du point de vue de la marque employeur. Avant de postuler, il y a beaucoup de candidats qui vont aller scruter les profils LinkedIn et les publications en général, hein, des salariés qui sont déjà présents dans votre entreprise parce que ça leur permet de ressentir un petit peu l'ambiance, la vraie vie de l'entreprise. Et ça, on le sait, surtout maintenant et encore plus avec la Gen Z, c'est véritablement quelque chose de très important. Donc votre marque employeur, elle est absolument essentielle et la marque employeur, elle passe bien évidemment par l'employee advocacy, ça c'est obligatoire. Et puis on n'y pense pas trop avec l'employee advocacy, mais ça peut être aussi un moyen de générer de nouveaux leads commerciaux. Ben oui, parce que dans tous vos employés, vous avez des employés qui travaillent dans des fonctions commerciales, des fonctions techniques ou des fonctions managériales. Et leur contenu, eh bien, il peut susciter l'intérêt de prospects ou alors entretenir une relation de confiance avec des contacts existants. Donc véritablement important d'un point de vue des leads commerciaux. Donc, OK, pour la marque, les intérêts, je les récapitule, hein, accroître la visibilité et la portée organique, humaniser la marque, renforcer la marque employeur et générer de nouveaux leads ou en tout cas les stimuler de nouveaux leads commerciaux. Bon, d'accord, mais alors, c'est quoi les bénéfices pour nos salariés, pour les collaborateurs? Ben, premier bénéfice, c'est le développement de la marque personnelle, le fameux personal branding dont on entend parler absolument partout. Les collaborateurs, en fait, vont construire leur visibilité professionnelle. Et puis comme ça, ben, ils se positionnent progressivement comme des experts de leur domaine et ça leur permet de renforcer leur crédibilité et leur attractivité sur le marché du travail. Deuxième élément important, eh ben, c'est l'enrichissement du réseau professionnel, hein. À chaque fois qu'on prend la parole sur les réseaux sociaux, on va avoir l'opportunité d'élargir son réseau de collaborateurs. Typiquement sur LinkedIn, c'est encore plus vrai. Ça permet d'interagir avec de nouveaux professionnels, soit de son secteur ou même d'un autre univers. Et puis ça développe potentiellement de nouvelles opportunités de collaboration, de formation, d'évolution. Donc ça fait véritablement maintenant partie de la vie de son réseau professionnel. Et puis troisième élément intéressant, on n'y pense pas toujours à celui-là et pourtant il a véritablement une valeur, c'est la valorisation en interne ou en externe. Alors on y pense peut-être plus en externe, mais moins en interne, bizarrement, mais être identifié comme un ambassadeur actif de votre entreprise, eh ben, ça apporte une certaine reconnaissance supplémentaire. Au sein de l'entreprise, vous brillez comme étant celui ou celle qui va mettre en avant l'entreprise, mettre en avant les produits et donc mettre en avant aussi le travail des autres collaborateurs. Donc ça peut ouvrir des portes à des projets internes nouveaux, voire à des évolutions de carrière. C'est véritablement intéressant et bien sûr à l'extérieur, ça renforce la réputation, on l'a déjà dit. Et puis quatrième élément, ça donne un signal fort d'appartenance à l'entreprise. Lorsque l'entreprise valorise ses ambassadeurs, elle envoie en fait un signal de confiance et de reconnaissance. Les salariés se sentent investis, ils se sentent fiers de contribuer à la visibilité et au succès de l'organisation et ça, ça renforce leur engagement. Bon, mais un programme d'employee advocacy, il va reposer avant tout sur l'identification des bons profils parce que tous vos collaborateurs ne sont pas faits pour devenir un ambassadeur. Tous vos collaborateurs n'ont pas cette envie d'ailleurs de communiquer sur les réseaux sociaux au nom de l'entreprise. Donc il est essentiel de savoir repérer ceux qui spontanément vont porter la culture de l'entreprise et bien de les accompagner pour qu'ils puissent jouer leur rôle pleinement. Donc le premier critère pour identifier un bon ambassadeur,
Eh ben, ça va être l'engagement naturel envers l'entreprise. Ça va être des salariés qui montrent une véritable fierté d'appartenir à l'organisation, qui partagent leur expérience professionnelle sans aucun problème, qui parlent positivement, bien sûr, de leur environnement de travail, et puis aussi qui incarnent les valeurs de l'entreprise au quotidien. Ces collaborateurs-là, ce sont pas toujours, ça c'est important de l'avoir en tête, ce sont pas toujours ceux qui sont les plus haut placés dans la hiérarchie. C'est pas nécessairement les managers, hein. Il peut s'agir, par exemple, d'un expert métier. Ça peut être aussi des jeunes recrues, souvent ils sont très enthousiastes. Ça peut être des salariés expérimentés, mais qui sont vraiment bien intégrés dans leur équipe. L'important, c'est qu'ils soient perçus par leurs pairs comme sincères et légitimes. Un autre indicateur à surveiller, bien sûr, c'est leur activité sur les réseaux sociaux. Les salariés qui publient régulièrement sur LinkedIn, qui commandent des contenus professionnels ou alors qui participent à des discussions, ils sont souvent des profils qui vont être intéressants à mobiliser, hein, parce qu'ils ont une aisance naturelle à communiquer et puis que leur réseau existant, c'est déjà un atout précieux qui va permettre d'amplifier le message de l'entreprise. Après, attention, il ne faut pas se limiter aux salariés qui ont une forte visibilité sur les réseaux, parce que l'important, c'est pas seulement d'avoir une grosse audience, mais c'est d'avoir cette fameuse crédibilité, cette fameuse authenticité dans son domaine. Donc un salarié qui est suivi pour des contenus techniques ou alors qui sont vraiment liés à une expertise, vraiment des choses de niche, il aura un impact bien plus qualitatif qu'une personne qui a un grand nombre d'abonnés, mais finalement qui a relativement peu d'affinité avec l'univers de l'entreprise. Bon, mais alors une fois qu'on a identifié ces fameux ambassadeurs, la deuxième chose à faire, c'est de les accompagner et de les accompagner sans les brider. Parce que ça commence en fait, l'employee advocacy, par leur donner les moyens de s'exprimer librement avec des contenus qui vont être accessibles, qui vont être inspirants, mais surtout qui ne vont jamais être imposés. La formation, là, elle joue vraiment un rôle important. Le fait d'organiser des ateliers sur l'utilisation de LinkedIn, sur le storytelling, sur la marque personnelle, des choses comme ça va permettre aux collaborateurs de prendre confiance et c'est ça qui va leur donner les clés, en fait, pour oser communiquer déjà et puis s'imposer dans leur discours. Autre chose, il va être important de valoriser les engagements. Ça peut passer par de la reconnaissance en interne. Par exemple, on va pouvoir mettre en avant un collaborateur dans la newsletter interne de l'entreprise ou alors ça peut être un petit mot lors d'une réunion d'équipe, mais c'est important de montrer que c'est apprécié et que c'est quelque chose de positif. Et puis après, un deuxième pas, hein, si vous avez beaucoup d'ambassadeurs, ou en tout cas plusieurs ambassadeurs, ça va être de créer un effet de groupe, de créer une communauté interne d'ambassadeurs. Ça peut être quelque chose de vraiment très très fort. Vous pouvez les regrouper dans un groupe Slack, dans un Teams, dans ce que vous voulez, hein, ce que vous utilisez comme média. Et puis vous pouvez avoir des rencontres qui vont être soit des rencontres en physique, soit des rencontres digitales, mais qui vont favoriser peut-être l'entraide, la motivation, l'émulation entre tous ces ambassadeurs. Ça va leur permettre aussi d'ailleurs d'échanger des bonnes pratiques et puis de partager des contenus entre eux, de se sentir en fait faire partie d'une vraie équipe. Pour résumer, il va falloir repérer et accompagner vos ambassadeurs naturels. Et ça, c'est pas une démarche uniquement rationnelle, c'est aussi un travail d'écoute, de valorisation et puis d'animation humaine. Le succès d'un programme d'employee advocacy, il repose avant tout sur la capacité à donner envie plutôt qu'à contraindre. Alors l'erreur classique, vous la sentez venir, hein, c'est d'imposer au lieu d'inspirer. Quand une entreprise lance un programme d'employee advocacy, la tentation, parfois, c'est de vouloir tout contrôler. De vouloir contrôler les contenus, les formats, le ton des employés, tous les éléments qui les mènent à communiquer. Sauf que imposer une communication descendante, hein, de l'entreprise vers l'employé, c'est véritablement contre-productif. C'est la pire erreur que vous puissiez faire en employee advocacy parce que vous allez casser l'authenticité. On l'a dit, hein, c'est véritablement la clé de voûte de ce programme. Et ça, vous allez la casser totalement. Et sans authenticité, votre stratégie, non seulement elle va tomber à plat, mais en plus, elle va nuire à la crédibilité de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? L'employee advocacy, ça repose d'abord sur un engagement qui est volontaire. Si vos salariés ressentent qu'on va leur imposer de partager des contenus ou alors qu'on va leur imposer un certain discours, clairement, vous aurez une implication. Si vous avez de l'implication, vous aurez une implication qui va être artificielle. Leurs publications, elles vont paraître forcées, elles vont manquer de sincérité. Vous allez tomber à côté de tout ce que vous voulez. En plus, obliger
de prendre la parole, ça peut créer un sentiment de pression et en fait générer l'effet inverse sur vos salariés. Vous allez avoir certains collaborateurs qui vont se refermer sur eux-mêmes, qui vont même développer une sorte de défiance vis-à-vis du programme et potentiellement vis-à-vis de l'entreprise. Donc en résumé, ce qui devait être un levier d'engagement, il peut vite devenir une source de crispation si la liberté n'est pas respectée. Alors la bonne approche, ça consiste à inspirer les collaborateurs plutôt qu'à leur dicter ce qu'ils doivent dire. Ça passe par plusieurs principes fondamentaux. Le premier, c'est proposer sans imposer. On va mettre à disposition des contenus et des suggestions, mais on va laisser à chacun la liberté de choisir ce qu'il souhaite partager ou ce qu'il ne souhaite pas partager. Deuxième chose, on va valoriser l'expression personnelle. On va encourager les salariés à utiliser leurs propres mots, leurs anecdotes, leur propre style. C'est ça les éléments vraiment personnels qui vont rendre les messages authentiques et donc leur donner de la puissance. Et puis troisième chose, on va former plutôt coordonner, offrir des formations ou des ateliers pour aider vos collaborateurs, vos salariés à mieux comprendre comment on va utiliser LinkedIn, comment on va raconter une histoire, comment on va valoriser leur expertise sans tomber dans quelque chose qui va sentir la promotion. Ça, c'est véritablement des outils qui vont les aider au quotidien à aller plus fort, plus vite sur leur marque personnelle et donc sur l'employee advocacy. Bon, mais d'accord, mais alors comment on fait un programme d'employee advocacy? Ça ne s'improvise pas. Donc pour maximiser ses chances de succès, le programme doit être construit selon une méthode rigoureuse en passant par plusieurs étapes clés qui va de la définition stratégique jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Alors je vous propose les grandes étapes. La première, ça va être évidemment de définir des objectifs clairs. Avant toute action, il est fondamental de répondre à une question simple: pourquoi lancer un programme d'employee advocacy? Les objectifs, en fait, ils peuvent être multiples. Je vous donne des exemples. Ça peut être d'accroître la notoriété de la marque. Ça peut être de renforcer la marque employeur pour attirer des talents. Ou alors, ça peut être de générer des leads commerciaux. Tout ça, c'est quand même pas exactement la même chose. Autre élément, positionner les experts internes comme des leaders d'opinion. Chaque objectif qu'on va avoir, il va orienter différemment le contenu à produire, les collaborateurs à mobiliser et les indicateurs de performance à suivre. Donc il faut définir ces objectifs dès le départ, ça évite de tomber dans un programme qui va être vague et qui va être difficile à piloter. Ensuite, on l'a dit, il faut identifier les salariés, les collaborateurs cibles, ceux qui sont les mieux à même de communiquer. Parce qu'on l'a dit, tous les salariés ne vont pas participer de la même manière au programme d'advocacy. Donc, il est utile d'identifier des groupes cibles. Vous avez les collaborateurs déjà actifs sur les réseaux sociaux. Vous avez ceux qui incarnent les valeurs de l'entreprise et puis vous avez les profils experts dans des domaines stratégiques. On commence en général avec un groupe pilote, un groupe d'ambassadeurs qui va être motivé. Et c'est souvent plus efficace de démarrer avec un petit groupe, puis on déploiera de façon plus massive dans un second temps. Ensuite, il va falloir créer des contenus adaptés parce qu'un programme d'employee advocacy, il ne peut pas se limiter à proposer des posts assez standards à copier-coller aux salariés, aux collaborateurs. Ce qu'il va falloir fournir, c'est des contenus variés, des articles, des vidéos, des infographies, des messages qui sont personnalisables et puis des supports qui sont faciles à partager. L'objectif ici, attention, c'est pas de donner des posts tout faits, c'est de donner des outils d'inspiration. On ne va pas imposer des choses, encore une fois, de façon rigide. Plus vos salariés sentiront qu'ils peuvent s'approprier les contenus, plus ils auront envie de les partager. Et puis on l'a dit, on va former les collaborateurs parce que même les plus motivés, ils peuvent se sentir intimidés face à l'idée de s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est souvent important de proposer des formations d'usage pour LinkedIn, pour Twitter, enfin pour les grands réseaux que vous aurez choisis, de proposer des conseils en personal branding et puis de montrer des bonnes pratiques. Un accompagnement évidemment bienveillant, c'est souvent un facteur assez décisif pour lever les freins qui vont permettre à un maximum de personnes de s'exprimer. Et puis votre programme, il va falloir le faire vivre dans le temps. Ça ne s'auto-alimente pas de façon indéfinie. Ceux qui sont motivés au départ, ils vont finir par se fatiguer. Donc,
il est important d'animer régulièrement le groupe par exemple, en lançant des challenges ou alors en lançant une campagne thématique en disant bah, ce mois-ci, on va vraiment orienter sur tel élément de notre communication ou alors en mettant en avant des publications inspirantes, en organisant des rencontres d'ambassadeurs. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir un petit peu alimenter les choses, donner de la dynamique pour que les gens ne s'essoufflent pas. Alors, je vous résume, l'employee advocacy, c'est un nouveau mode de communication des entreprises. En fait, maintenant, les personnes recherchent de l'authenticité, de l'individualité. Ça va être de plus en plus le cas avec la croissance de l'IA. On recherche de l'humain. Donc, l'entreprise qui parle, la marque qui parle, c'est une chose, mais on a beaucoup plus de force, beaucoup plus de crédibilité lorsque c'est l'employé qui parle au nom de l'entreprise. On va avoir des bénéfices d'ailleurs pour l'entreprise et pour l'employé. Donc c'est important de les avoir bien en tête. Les bénéfices pour l'entreprise, ça va être d'accroître sa visibilité et sa portée organique, d'humaniser la marque, de renforcer la fameuse marque employeur et puis de stimuler la génération de leads commerciaux. Et puis pour les collaborateurs, ça va être de développer sa marque personnelle, d'enrichir son réseau pro, d'être valorisé en interne et puis de renforcer un sentiment d'appartenance. Alors comment est-ce qu'on fait? Il va falloir identifier les bons ambassadeurs pour notre entreprise. Là, il va falloir repérer ceux qui montrent un engagement naturel, une aisance sur les réseaux sociaux, une crédibilité. Puis une fois qu'on les a identifiés, ces ambassadeurs, ils doivent être accompagnés via des formations, via du contenu personnalisable, via une valorisation au sein de l'entreprise. C'est ce qui va véritablement déclencher le programme. Et puis la grosse erreur à éviter, c'est d'imposer au lieu d'inspirer. On a souvent tendance à vouloir imposer un poste, un ton, des choses à dire, à ne pas dire, etc. Donnez de la liberté à vos salariés. C'est ça qui va leur donner confiance. Donnez-leur les outils, bien sûr, pour le faire, mais laissez-les libres de ce qu'ils vont publier, de ce qu'ils vont raconter, parce que ce que vous cherchez là, c'est de l'authenticité. Si vous imposez, vous allez perdre l'authenticité et donc perdre tout l'intérêt de votre programme d'employee advocacy. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de regarder vos collaborateurs peut-être un petit peu différemment et de les voir comme de véritables ambassadeurs de votre entreprise. Il va falloir construire ce programme d'employee advocacy. Il ne suffit pas de se dire, tiens, on va lancer un programme d'employee advocacy pour que ça fonctionne. C'est un premier pas, certes, mais ça ne suffit pas. Il faut leur donner les moyens, il faut communiquer en interne, il faut leur donner les clés finalement pour qu'ils puissent communiquer au mieux, mais la portée que vos